Bonjour, j'ai récemment mis en ligne une série de 6 vidéos didactiques qui réexpliquent toute la physique fondamentale à partir de mes recherches sur la physique du vide, soumises à ChatGPT pour analyse et complément. ChatGPT a ainsi été capable d'apporter un éclairage nouveau sur un grand nombre de points qui sont aujourd'hui inexpliqués par la science officielle. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de rétro-ingénierie sur un engin secret appelé le Fluxliner, et présenté lors de la conférence Disclosure Project de 2001 par le témoin Mark McCandlish, qui était un illustrateur réputé pour l'US Air Force et des magazines d'aéronautique. Cet engin est censé être un engin à antigravité et a été vu flottant au-dessus du sol dans un hangar appartenant à Lockheed Martin en 1988. Cet engin aurait même été photographié en vol en 1966. Toute la question est donc de savoir si cet engin a réellement des capacités de vol par antigravité. Si oui, quels en sont les principes physiques? Et enfin, si un tel engin a pu être développé fin des années 50, début des années 60. Nous allons donc confronter les informations venant de Mark McCandlish et de son ami et témoin principal de l'affaire, nommé Brad Sorensen, à trois intelligences artificielles: ChatGPT, Grok et Claude. J'ai longuement étudié cet engin en 2016, grâce au film documentaire Zero Point de James Allen, sur le témoignage de Mark McCandlish. Et nous allons repartir de mes conclusions de cette époque, qui ont servi de point de départ pour mes recherches en physique théorique. Le cœur de cet engin est la colonne centrale, avec une partie supérieure et une partie inférieure contrarotative, mettant en mouvement du mercure liquide, ou de la vapeur de mercure. Des tubes hélicoïdaux roulent sur la paroi extérieure pour remonter le mercure et le faire tourner en circuit fermé. Nous allons voir que cet engin est en fait une merveille d'intégration de 4 dispositifs différents, car mes conclusions de 2016 étaient que cette colonne est à la fois une dynamo MHD amplifiant le champ magnétique et réduisant en partie ou en totalité la gravité, un générateur homopolaire de Faraday fournissant des courants de très forte intensité qui alimentent une bobine de Tesla qui à son tour alimente des condensateurs de propulsion. Et tout cela en mode pulsé synchronisé. Une dynamo MHD classique simule la création du champ magnétique dans une étoile par circulation de plasma, et trois expériences de laboratoire sont déjà bien connues dans le domaine. Celle de Riga en 2000, celle de Karlsruhe aussi en 2000, et l'expérience VKS en France au CEA entre 2006 et 2010. Toutes les trois avec du sodium liquide ionisé. Cette dynamo est en plus suspectée de modifier le champ de gravité local, comme dans un générateur de Searle ou dans l'engin secret allemand Die Glocke, grâce à la pression du champ magnétique ou reconnexion des lignes de champ. Un générateur homopolaire consiste habituellement en un disque conducteur tournant dans un champ magnétique, et il apparaît alors un courant radial. Mettre un plasma en rotation dans un champ magnétique vertical va naturellement créer un courant radial, comme dans un générateur homopolaire solide. D'après le documentaire de James Allen, le Fluxliner contient une énorme bobine de Tesla. Pour cela, il faut un bobinage primaire, un bobinage secondaire, un contacteur capable de supporter de très fortes intensités et des condensateurs. Des bobinages sont signalés sur la colonne centrale, candidate naturelle pour accueillir la bobine secondaire. Nikola Tesla a breveté des contacteurs rotatifs à mercure, et le disque rotatif appelé flywheel a toutes les caractéristiques pour être un contacteur à mercure, inspiré du brevet US 613-735 de Nikola Tesla, accordé en 1898. Cela ressemblerait alors à quelque chose comme ça. Un réservoir en rotation contenant du mercure à l'état liquide et des jets de mercure qui provoquent un contact à haute fréquence avec une partie mobile dentelée, en contrarotation. Chaque contact active une impulsion dans la bobine primaire, qui active la bobine secondaire, qui à son tour active un champ magnétique pulsé vertical,
dans la double colonne. Ce champ magnétique pulsé va générer des courants radiaux pulsés à la même fréquence, alimentant directement les condensateurs de propulsion. Il est important de noter que le courant dans le circuit primaire peut atteindre plusieurs milliers d'ampères. Donc il faut un nombre maximal de bus d'injection du mercure liquide pour pouvoir passer un tel courant. Pour une estimation réaliste de l'engin, la première problématique est de converger vers une taille plausible de l'engin, car le témoignage de Brad Sørensen évoque 3 engins similaires, mais de tailles différentes, vus en train de flotter en silence dans le hangar, et donc un petit modèle, un moyen et un grand. Cela se complique avec la dimension de 120 pieds, soit plus de 35 mètres de diamètre, donnée pour le grand modèle. Aussi, on va se focaliser sur une estimation réaliste, à partir du dessin de Mark McCandlish, pour embarquer 4 personnes à bord. La hauteur de l'habitacle est d'environ 2,50 m, soit 5 mètres pour la hauteur totale, et environ 10 mètres pour le grand diamètre à la base. La colonne centrale fait dans ce cas un peu moins d'1 mètre de diamètre. Nous allons prendre 3 pieds, soit 90 cm. Si l'on prend des mesures arrondies en pieds, on serait alors à 18 pieds de haut pour la colonne et environ 30 pieds de large pour la base. Le second point dimensionnant est l'état du mercure ionisé dans la colonne, liquide ou vapeur, car il y a un rapport de plusieurs milliers sur la densité, et donc de poids embarqué. Les dynamos MHD connus au sodium utilisaient du sodium liquide, moins visqueux et 14 fois moins lourd que le mercure. Dans le cas du mercure, vouloir faire une dynamo avec du mercure liquide semble donc plus délicat. Et nous allons donc commencer par l'analyse de ce choix. Mercure liquide ou plasma gazeux, avant d'aller plus loin. L'IA Claude est catégorique. Le choix de la vapeur de mercure présente d'énormes avantages sur l'approche mercure liquide, et était déjà bien maîtrisé dans les années 1950-1960. Pour Grock également, l'hypothèse plasma de vapeur de mercure est réaliste, même dans le contexte des années 1960. Par contre, pour ChatGPT, c'est le mercure liquide qui a sa préférence. Mais ce choix a un fort impact sur le poids embarqué et les contraintes mécaniques vu l'écart de densité. Maintenant, nous allons voir à quel point le FluxLiner est une merveille d'intégration. Il faut déjà comprendre ce que fait une bobine de Tesla et quels en sont ses composants. Dans la vidéo 103 sur l'électromagnétisme, nous avons vu le principe d'électrogravité, qui consiste à pousser sur le vide, en modifiant la pression P du vide, grâce à des impulsions électriques très brutales. Cela se fait à l'aide de condensateurs géants. C'est l'objectif du plancher de condensateur. Et c'est une bobine de Tesla qui va créer les impulsions nécessaires. Dans une bobine de Tesla, les impulsions électriques moyenne tension sont envoyées dans une bobine primaire, grâce à un contacteur. Puis la tension des impulsions est amplifiée dans un circuit secondaire, accordé sur la fréquence de résonance du circuit primaire. Ce circuit secondaire est habituellement connecté à la Terre d'un côté et à un terminal torique d'autre part. Mais là, c'est la banque de condensateurs de propulsion qui sert à boucler le circuit secondaire et à créer la bonne fréquence de résonance. Mais cela soulève un problème. La fréquence de résonance du secondaire doit être stable, accordée à une capacité du circuit secondaire constante, alors qu'il faut être capable de faire varier la puissance de propulsion des condensateurs. La solution, dérivée des propositions de l'IA Claude, est d'avoir un nombre constant de condensateurs activés, et la reconfiguration dynamique des condensateurs, réellement activés, joue directement sur la puissance de propulsion et la direction. Le générateur homopolaire et la bobine de Tesla de leur côté seraient alors toujours à la puissance nominale, constante. Ici, on voit la configuration qui serait logique, sans poussée globale, avec autant de condensateurs qui poussent vers le haut que vers le bas. Et là, le premier niveau de poussée vers le haut, le second niveau, le troisième niveau, et enfin la poussée maximale. Et de même pour le freinage niveau 1, niveau 2, niveau 3,
et niveau 4. On a toujours le même nombre de condensateurs actifs. Pour se diriger, c'est pareil. Il suffit de créer un léger déséquilibre si on veut que l'engin s'incline. Toujours un nombre de condensateurs actifs constant. Pour faire fonctionner le générateur homopolaire, il faut un champ magnétique vertical au cœur de la colonne centrale, et il pourrait être généré par des électroaimants dédiés. Mais là, merveille d'intégration, c'est la bobine secondaire de la bobine de Tesla qui s'en charge. Le très gros intérêt, validé par les IA, est que le générateur homopolaire génère un courant radial pulsé, exactement au rythme des impulsions de la bobine de Tesla. Et c'est ce courant qui peut alimenter directement les condensateurs de propulsion et les moteurs faisant tourner la double colonne. Comme le courant dans le circuit secondaire va osciller et qu'il faut un champ magnétique pulsé toujours dans le même sens, il faut redresser ce courant. Et là encore, la bonne solution passe par l'utilisation du mercure, typiquement adapté aux besoins. Maintenant que l'on a vu le rôle de la colonne centrale, de la flywheel, du circuit primaire et secondaire de la bobine de Tesla, et le rôle des condensateurs, il reste 4 points fondamentaux à analyser, en se replaçant dans le contexte des années 1960. L'engin Fluxliner peut-il générer suffisamment d'antigravité pour voler? L'engin Fluxliner est-il autonome en énergie? Quelles sont ses performances? Que ressent l'équipage? Et c'est là que la vie des IA devient très éclairante. L'antigravité est créée en modifiant localement la pression du vide par deux effets combinés. Les effets électromagnétiques de la double colonne contrarotative et la poussée des condensateurs. Selon ChatGPT, l'effet antigravité de la colonne serait surtout important à mi-hauteur, là où la rotation des deux colonnes est opposée, grâce à un gradient énorme du champ magnétique tangentiel et une activité intense de reconnexion des lignes de champ magnétique. Très clairement, toutes les IA considèrent que oui, l'engin génère suffisamment de poussée pour voler. Et oui, les accélérations peuvent être fulgurantes, sans que l'équipage n'en soit affecté, car le champ d'antigravité généré à la fois par la colonne et les condensateurs s'applique à tout le vaisseau, équipage compris. Non seulement la gravité est annulée, voire inversée, mais la beauté de ce principe est que cela annule également la masse. Le seul point de désaccord entre les trois IA dans la conception concerne l'état du mercure, liquide ou plasma gazeux, dans cette colonne centrale. ChatGPT considère que l'utilisation d'un plasma de mercure n'est pas adaptée. Et selon lui, la colonne de mercure fonctionne avec du mercure liquide ionisé, alors que pour Grok et Claude, la technologie avec du plasma gazeux était maîtrisée en 1960, malgré les risques élevés. L'avantage de la solution plasma gazeux est qu'il est des milliers de fois moins dense, simplifiant la mécanique et les besoins en énergie. Mais heureusement, dans la solution ChatGPT, la colonne centrale n'a pas besoin d'être pleine, 10% suffisent, ce qui limite la quantité de mercure à 4 tonnes. Je me suis focalisé sur la solution la moins risquée et la moins spéculative, proposée par ChatGPT. Un dimensionnement complet du plancher de condensateur, puis de la bobine de Tesla, et enfin du champ magnétique a pu être fait. Et les conclusions sont sans appel. Oui, un tel engin peut exister dès 1960. Par contre, ChatGPT est clair. Selon lui, le régime permanent n'est pas surunitaire, mais nécessite environ 15 kW pour être maintenu en état de fonctionnement, ce qui reste très faible. Dans tous les cas, la faisabilité technique dans les années 1960 d'un tel engin à antigravité est confirmée par les trois IA, et c'est bien le point le plus important. Il est difficile d'imaginer, 60 ans plus tard, à quel niveau technique sont arrivés les équipementiers du complexe militaro-industriel américain, alors que l'existence de ces programmes secrets a été confirmée sous serment au Congrès américain en juillet 2023 par David Grush, un agent au sommet de la hiérarchie du renseignement américain. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à bientôt, bye bye.